Alors, bonjour à tous. Je me présente. Mon nom est Mélanie Kérouac, présidente et chef de la direction intérimaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au webinaire Les relations internationales du Québec dans le contexte de la COVID-19. Pour la tenue de l'activité, je vous informe des consignes à respecter que l'on devrait voir à l'écran dans quelques instants. Oui, alors voici. Alors, vous avez les consignes. Là, dans le fond, vos micros sont fermés, les caméras également. Et si vous avez des questions à poser à Mme Giraud, seulement utilisez le Raise Your Hand, puis à la fin, on va prendre les questions à la fin de la conférence. Alors, merci à vous tous d'être présents. Je tiens à remercier Québec International et la Chambre de commerce de Lévis pour cette belle collaboration. Je souhaite également remercier particulièrement la ministre Nadine Giraud de s'être rendue disponible pour venir échanger avec la communauté d'affaires de Québec. Merci, c'est vraiment très apprécié. La collaboration est primordiale afin de traverser une crise comme celle que l'on vit présentement. Et sachez que votre présence, bien qu'elle soit virtuelle aujourd'hui, est très significative pour nous. Je vous confirme que vous pouvez compter sur notre entière collaboration dans cette relance. Depuis mars dernier, plusieurs questions nous ont été soulevées en lien avec l'impact de la COVID-19 sur le commerce international, le rôle des délégations, les chaînes d'approvisionnement et plus encore. Nous sommes bien heureux de vous recevoir aujourd'hui afin de discuter de ces préoccupations qui sont très chères pour nos membres. Alors, sans plus tarder, j'invite ma collègue, Mme Marie-Josée Morancy, vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce de Lévis, à vous souhaiter la bienvenue. Marie-Josée, à toi. Alors, merci Mélanie. Bonjour et bienvenue à tous les participants. Bonjour Madame la ministre. C'est un plaisir pour la Chambre de commerce de Lévis d'être associée à cet événement virtuel qui nous permettra d'en apprendre davantage sur les relations internationales actuelles en temps de pandémie. Un sujet pas trop évident dans un contexte où tout est incertain. En cette période de crise, il est important d'unir nos forces plus que jamais et je remercie Québec International ainsi que la Chambre de commerce de Québec de travailler avec nous afin de mieux outiller les entreprises de la grande région pour faire face aux enjeux liés à la situation que nous vivons. Donc, je me rallie à ma collègue Mélanie pour vous remercier, Madame la ministre, pour votre disponibilité et de permettre à nos membres respectifs d'échanger avec vous sur leurs préoccupations. C'est vraiment apprécié. Bonne rencontre à tous. Merci beaucoup, Marie-Josée. Alors, j'invite maintenant Mme Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie, à vous adresser quelques mots. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Marie-Josée. Je sais que Carl est sur la ligne aussi tout à l'heure. Donc, merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, malgré les circonstances, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver avec vous dans la belle région métropolitaine de Québec. Je suis un peu loin de Québec aujourd'hui, mais je suis avec vous tout de même via la conférence web. Aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, c'est la conférence virtuelle qui nous permet de se retrouver. C'est certain que j'aurais préféré être avec vous en personne, c'est évident. Merci de l'invitation, puis surtout bravo pour votre leadership. Dans un contexte comme on vit actuellement, ça en prend du leadership, ça en prend beaucoup et ça en prend surtout pour organiser des activités qui sont attrayantes, qui sont intéressantes et qui attirent les membres malgré les circonstances. Alors, mesdames, messieurs, chapeau, vraiment. Alors, à vous tous, membres des différentes chambres de commerce, c'est-à-dire, et Québec International, merci d'être là. Je sais que vous êtes tous très nombreux, vous avez de nombreuses préoccupations, puis merci de prendre le temps de venir échanger avec moi. Merci beaucoup. Oh, pardon. Allez-y, continuez. J'allais continuer un peu, mais... Oui, allez-y. En fait, au moment où on vient à peine de déconfiner les restaurants, les commerces partout à travers le Québec, sauf dans le Grand Montréal, je sais bien qu'ici, à Québec, les défis demeurent très importants. Avec la chute du tourisme, l'arrêt des festivals, je sais que votre été sera cette année très différent des autres étés et que la crise sanitaire n'a sûrement pas dit son dernier mot à ce qu'on voit. Il y a une image qui m'a frappée beaucoup dans les journaux la fin de semaine dernière. C'était les rues du Petit Champlain complètement désertes, avec un achalandage qui était très minime, aucun touriste en ville, les ventes qui atteignent à peine 10 % de ce qu'elles étaient l'an passé. Donc, on sait que c'est très difficile. On sait que ça va être très difficile. Mais avant de passer la période de questions, si vous le permettez, j'aimerais rapidement vous parler un petit peu des constats qu'on a faits au ministère des Relations internationales depuis le début puis l'éclatement de la crise sanitaire de la COVID. Vous le savez, on a dévoilé le 29 novembre dernier la nouvelle vision internationale du gouvernement du Québec.
Ça me semble être il y a à peu près 3 ans, là, mais c'est il y a quelques mois à peine. C'est l'aboutissement, en fait, d'un travail pour amorcer un virage économique dans l'ensemble des délégations du Québec à l'extérieur du pays. Le premier ministre m'avait demandé spécifiquement de faire cette action-là. Puis à ce moment-là, j'étais évidemment loin de me douter qu'on vivrait quelques semaines plus tard la plus grande crise économique mondiale depuis la grande récession de 1929. Puis malgré tout, je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, la nouvelle vision a passé le test de la crise. Grâce au virage économique amorcé, aussi au nouveau visage de la délégation, on a été en mesure de vraiment répondre adéquatement à la crise de manière agile, de manière efficace. Puis on a vraiment été capable de faire sortir du travail en silo, de faire moins de bureaucratie, les notes, les pochettes, toutes les étapes qui étaient un peu superflues à mon sens. Hein. Vraiment, on a été capable de connecter davantage avec notre réseau. Donc, notamment au niveau de l'approvisionnement en matériel médical stratégique, comme vous l'avez vu, en appui au réseau de la santé, beaucoup aussi, et au rapatriement des Québécois et Québécoises qui étaient coincés à l'étranger. Donc, avec la pandémie, on le sait, l'économie mondiale est en récession, les partenaires économiques du Québec sont affaiblis. Puis nos conséquences pour vous, pour nous, c'est évidemment les marchés de proximité qui sont compromis. On a eu des défis, on aura encore des défis au niveau de l'approvisionnement. Et il y a beaucoup de travail important à faire pour maintenir les parts de marché partout. Et en plus de ça, on voit dans certains États certaines menaces protectionnistes. Donc, ça va être très difficile très difficile, c'est-à-dire de passer à travers, mais en même temps, on veut se serrer les coudes. Et mon message à vous aujourd'hui, c'est face au nouvel environnement, l'action internationale du gouvernement va s'ajuster, va être plus agile, va être plus efficace, puis va vraiment prioriser la relance. C'est ce qu'on veut faire. Je vais me permettre de prendre un petit peu plus de temps aussi pour parler spécifiquement de la région métropolitaine de Québec. Votre leadership est reconnu dans le secteur des technologies de l'information, de l'innovation, de la transformation agroalimentaire. Ça représente aujourd'hui, au PIB réel, c'est plus de 35 milliards en 2019. Donc, je veux saluer le travail de Québec international qui, entre autres, en 2019, a généré plus de 650 millions en retombées économiques, puis près de 300 millions en investissements étrangers ici au Québec. On a aussi accueilli 1675 travailleurs internationaux recrutés. Donc, ça démontre vraiment la grande capacité d'attraction de la région, mais aussi la qualité de vie remarquable, parce que c'est ça que les gens viennent chercher aussi au Québec. Donc, le ministère que je dirige va être plus attentif à vos besoins, à votre réalité. Avec le virage économique, on veut vraiment être à votre service plus que jamais. On a 250 millions de dollars pour soutenir l'action internationale dans le réseau à l'étranger et on veut vraiment que les entreprises, les chambres de commerce en profitent. Puis en terminant mon mot d'ouverture, je veux juste glisser un mot sur l'annonce qui a été faite hier, justement, par le premier ministre, de me confier le mandat avec mon collègue Lionel Carman de la coprésidence du comité qui va faire des recommandations sur le racisme. Je vais vous parler très honnêtement ce midi. Au printemps dernier, puis je parle à mes gens de Québec, là, au printemps dernier, dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs, j'ai tenu un événement à Québec avec la communauté. Un très bel événement, un petit déjeuner avec plein de jeunes et de gens entrepreneurs de la communauté. Vous savez qu'ils m'ont dit que c'était la première fois que leur gouvernement organisait quelque chose pour eux à Québec. C'est un commentaire qui en disait long. Et je veux juste vous sensibiliser, tous et chacun, vous tous les leaders des grandes associations. Ça nous appartient à tous et à chacun de transmettre à nos enfants et à nos partenaires des valeurs prescrites dans la reconnaissance des droits de la personne, comme ça a été le cas pour les femmes et les hommes. L'égalité femmes-hommes, c'est comme ça qu'on a travaillé. C'est le même combat. C'est une question d'égalité, puis je vous invite vraiment à donner l'exemple et à léguer cette valeur-là à notre société. Je ne m'étendrai plus longtemps, pas plus que ça, là-dessus. Maintenant, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci, Mme Giraud. Un message qui est bien entendu. Merci. J'invite maintenant M. Carl Viel, président directeur général de Québec International, à titre de modérateur, à ouvrir la période de questions.
Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas proche de nous avec les technologies aujourd'hui, on est capable d'être tout le monde ensemble. Donc, merci. Et puis, comme vous l'avez dit, si bien dit dès le départ, nous avons tous appris rapidement à être efficaces et agiles dans les nouvelles façons avec les nouvelles technologies. Donc, merci. Et puis, je remercie aussi nos collègues avec lesquels on a le plaisir de travailler sur une base journalière, d'avoir encore une fois trouvé une façon de travailler tout le monde ensemble dans cette période de COVID. Alors, on va faire, pour ceux qui sont avec nous, ce n'est pas la première fois, mais juste un petit rappel, on va faire deux choses. On a reçu des questions de la part de l'auditoire à l'avance. Donc, on va débuter la période des questions avec des questions qui nous ont été transmises à l'avance. Et par la suite, on va prendre les questions qui nous viennent des auditeurs, des gens qui sont avec nous. Et encore une fois, pour les questions, on vous demanderait une question brève afin de pouvoir permettre le plus de gens possible de poser des questions. J'aimerais peut-être revenir sur certains éléments que vous avez couverts dans votre présentation. Vous avez parlé, entre autres, vous avez fait référence justement par rapport au protectionnisme. Donc, sais que depuis, puis M. Legault a fait des annonces par rapport à tout le volet de l'achat local, le panier bleu. Donc, on veut, je pense qu'en tant que Québécois, de continuer à aider nos entreprises à pouvoir passer à travers la crise. Donc, d'un côté, on veut réaffirmer notre achat local, notre autonomie, puis d'un autre côté, bien, on a le commerce international qui est un axe important du développement. Donc, comment vous voyez qu'on peut pallier ou combiner ces deux stratégies-là importantes de notre économie? Comment on peut y arriver? Bien, je vous dirais que si on regarde un peu le portrait de la situation mondiale, selon le FMI, l'économie mondiale va connaître en 2020 la pire récession depuis la Grande Dépression de 1929. Plus grave, en fait, que la crise financière mondiale de 2008. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, le choc initial n'est pas dû à une crise financière, il est vraiment dû à l'économie réelle. Donc, les individus ne peuvent pas se rendre au travail, ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail. Les entreprises ont des ruptures d'approvisionnement. Les dépenses de consommation de biens et de services, on le voit là, dans le tourisme de poste qu'on a nommé à l'étranger. Comme vous le voyez, depuis un an, on a nommé des chefs de poste qui ont vraiment un profil beaucoup plus économique pour vous aider justement à faire une diversification des marchés puis de travailler sur des marchés autres que le marché traditionnel des États-Unis. On a déjà 70 % de notre commerce. Là, on veut ouvrir vraiment davantage sur la Chine et sur l'Asie. Je crois que Carl est de retour. Je lui cède la parole. Merci, c'est un travail d'équipe. Écoutez, c'est ça, c'est tout un balai. On avait des problèmes, là, mais je vais juste revenir peut-être pour les gens qui sont avec nous. Comment vous voyez le travail des délégations, des équipes, les chefs de poste, afin d'aider les gens au cours des prochains mois, lorsqu'on sait qu'il y aura très peu de déplacements? Donc, comment vous voyez que les entreprises peuvent utiliser et travailler avec vos équipes à distance au cours du reste de l'année? Bien, je vous dirais qu'il faut continuer à avoir des ambitions d'exportation et d'attraction d'investissement. Puis, je vous dirais on s'est beaucoup ajusté durant la dernière crise. On s'est ajusté au niveau de l'agilité, au niveau de l'efficacité, au niveau de la priorisation. Et c'est très important de continuer à travailler avec nos équipes parce que nos équipes, en fait, sont sur le terrain et c'est elles qui peuvent vraiment vous donner les nouvelles du terrain et l'impact sur le terrain. Donc, les équipes ont vraiment la capacité de travailler les réseaux, de travailler avec les entreprises d'ici. Elles connaissent bien l'environnement d'ici, mais elles connaissent aussi excessivement bien l'environnement dans lequel elles sont situées. Donc, ça leur permet aussi d'évoluer dans tout ça. Et à travers toute l'information qu'on va chercher, parce qu'on a aussi monté une veille stratégique durant le COVID. Évidemment, les premiers mois, cette veille stratégique-là, les premières semaines étaient plus autour des conditions sanitaires, du confinement. Maintenant, c'est plus au niveau des conditions économiques. Qu'est-ce qui est déconfiné, quelles entreprises, mais aussi beaucoup une veille stratégique au niveau économique, puis au niveau des différents plans de relance des entreprises. Et étant donné que la veille économique est faite par nos chefs de poste, nos équipes dans le marché, dans les 33 bureaux où nous sommes situés, ça nous permet aussi de voir quelles sont les opportunités qui se développent à l'étranger. Et il y en a plusieurs, dans plusieurs pays. Donc, ces gens-là sont capables de nous identifier quelles sont les opportunités et nous lever les drapeaux
à savoir qu'est-ce qu'on peut développer, comment on peut amener nos entreprises d'ici, ou nos stratégies d'ici et nos innovations d'ici à l'extérieur, dans un marché où il est porteur pour aller accueillir ces entreprises-là, parce que justement, les opportunités sont là. Très important. Et toutes les informations de cette veille-là sont directement remises à Investissement Québec, par lequel toutes les entreprises peuvent travailler. Merci. Est-ce que vous pourriez, je sais que c'est un mandat d'un de vos collègues, mais est-ce que vous pourriez nous parler comment vous voyez l'évolution du recrutement de travailleurs à l'international pour le Québec dans la prochaine année? Mais je vais vous dire que c'est évident que le recrutement va diminuer un peu parce que à cause de toutes les contraintes qu'on a au niveau des voyages et des déplacements. Cela étant dit, je travaille très étroitement, le MRIF travaille très étroitement, évidemment, avec le MIFI, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Et à l'intérieur de nos délégations, on a des équipes spécifiques qui sont dédiées à la recherche de talents à l'extérieur du pays. Donc, on le sait, actuellement, oui, on a un taux de chômage qui est élevé, mais la pénurie de main-d'œuvre qu'on a dans certains secteurs spécialisés, par exemple en technologie, elle va revenir. Même si elle n'est pas là actuellement ou même si elle est diminuée actuellement, cette problématique-là va revenir. Donc, il va falloir qu'on continue à faire justement les recherches qu'on fait à l'international et travailler aussi avec Québec International qui fait justement ça aussi, d'aller développer des marchés pour aller chercher des ressources à l'international qu'on peut amener ici dans les secteurs prioritaires et dans les secteurs où on a vraiment des carences ici au niveau de la recherche de ressources humaines. Autre question qui nous a été posée de la part des entreprises. Bon, comme vous le savez, plusieurs de nos entreprises qui exportent ont fait face à des difficultés pendant la période de COVID. Est-ce que, de votre point de vue, avec votre ministère, avez-vous identifié des mesures précises, concrètes, qui peuvent venir soutenir les entreprises et les aider à surmonter la situation actuelle? Bien, je vous dirais que au niveau du ministère, ce qu'on a fait, vous savez qu'on a fait un gros virage économique à l'intérieur du ministère, donc on travaille très, très étroitement avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et on fait en sorte de s'assurer que la personne, le client, moi je les appelle les clients, les entreprises qui veulent exporter, soient prises en charge à partir du moment où elles veulent exporter ici, jusqu'au moment où elles ont établi leur marché à l'étranger. Et par le fait même, au moment où elles sont prises en charge, je vous dirais, par les délégations du Québec, que ce soit en Asie, à Tokyo, à New York ou à Mexico. Là. Donc, c'est vraiment important pour nous que ce lien-là se fasse. Et ce qu'on a mis en place, on a mis en place justement la veille dont je parlais tout à l'heure, mais aussi un programme interactif qu'on travaille beaucoup avec Investissement Québec pour être capable justement d'identifier ces entreprises-là et de les supporter de A à Z, comme je dis tout le temps. À partir du moment où on est ici et on veut exporter, jusqu'à la capacité de s'installer à l'étranger, de trouver des nouveaux clients, de trouver des nouveaux fournisseurs, de trouver des employés aussi pour combler nos postes. Donc, vraiment le continuum complet. Merci. L'autre volet aussi que, bon, Marie-Jo a soulevé tout à l'heure, vous avez parlé par rapport à l'Asie, la croissance, etc. Est-ce que vous voyez qu'au cours du reste de l'année, de la prochaine année, il y aura des marchés qui seront privilégiés? Est-ce que les entreprises ou de votre côté, les gens seront plus orientés vers le marché canadien, le marché américain, où les gens vont suite retourner vers l'Europe ou l'Asie? Est-ce que pour vous, vous auriez des choses que vous voudriez partager avec nos auditeurs concernant les priorités des différents marchés sur lesquels les gens devraient aller? Je vous disais que les gens devraient aller d'ici. Les gens d'ici devraient aller, vous voulez dire? Oui, les gens d'ici, nos entreprises, est-ce qu'elles devraient focuser sur l'Amérique du Nord ou l'Europe ou l'Asie, par exemple? C'est sûr qu'actuellement, on focus entre autres sur l'Amérique du Nord, sur les États-Unis, parce que les États-Unis sont notre partenaire principal actuel. 70% de notre commerce actuellement se fait avec les États-Unis. Donc, les États-Unis vont demeurer le partenaire principal des entreprises d'ici. Et comme je dis tout le temps, la tarte, on ne veut pas la redistribuer, on veut juste l'agrandir. Donc, les États-Unis vont demeurer
où ils sont, mais nous, on veut juste agrandir avec les différents marchés. Et justement, le travail qu'on est en train de faire actuel, c'est d'identifier non seulement les endroits où les opportunités sont, mais les secteurs industriels dans lesquels se retrouvent ces opportunités-là. Donc, par exemple, en Chine, quelles sont les meilleures opportunités? En Corée du Sud, quelles sont les meilleures opportunités? Au Mexique, en Espagne, à Londres. Donc, quelles sont dans chacune des villes où on veut aller les opportunités qui se développent parce qu'il y a des spécialités, il y a certaines villes qui ont des spécialités par rapport à d'autres. Et à ce moment-là, ces spécialités-là et ces opportunités-là, on veut les communiquer à nos entreprises d'ici pour qu'elles puissent en bénéficier. Ça, c'est un travail qui est en train de se faire actuellement entre les délégués, les équipes des différents chefs de poste et Investissement Québec, entre autres, pour justement arrimer ce travail-là, pour être capable ensuite d'avoir une map monde, je dirais, qui nous démontre, qui nous montre chacune des opportunités et où elles se situent pour les entreprises d'ici. Parfait, merci. À ce niveau-là, peut-être pour les gens qui sont avec nous, donc nous avons débuté avec la Chambre de commerce de Québec et avec la Chambre de commerce de Lévis des rencontres. Donc, on avait des webinaires, on en a fait un avec Los Angeles, on en a fait un avec New York. Et par la suite, on va débuter bientôt sur d'autres endroits, dont Paris. Donc, pour permettre justement aux entreprises de pouvoir rencontrer les équipes des délégations afin de pouvoir discuter avec eux précisément de dossiers. Et par la suite, de pouvoir accompagner les délégations de façon virtuelle sur de l'accompagnement individuel pour aider les entreprises. Exactement. Qui sont à la recherche, comme vous l'avez dit au départ, soit de nouveaux clients ou qui sont en train de revoir aussi leur chaîne d'approvisionnement. D'un autre côté, j'aimerais voir dans votre travail à tous les jours, j'aimerais ça peut-être partager avec nous un peu comment un peu se déroule votre journée. Est-ce que c'est une partie de conversation avec des ambassadeurs, des consuls qui sont ici, avec les délégations? Peut-être juste vous parler un petit peu de comment se déroulent vos journées, à part la journée du Conseil des ministres, là, mais juste un peu changer un peu là-dessus puis de voir. La journée typique. Oui. Bien, écoutez, je dirais dans une semaine typique, je vais parler à plusieurs représentants gouvernementaux à l'extérieur du pays. Je vais parler avec des ministres à l'étranger. Je parle souvent des ministres au niveau économique, mais ça peut être aussi des ministres de la culture, ça peut être des ministres des relations internationales. Je vais aussi parler, quand on parle des États-Unis, je vais parler beaucoup à des commissioners, des sénateurs, congresswomen, congressmen. Donc ça, j'ai plusieurs conversations aussi avec eux. C'est toujours axé sur le travail de partenariat, comment on veut mieux travailler en équipe, comment on peut faire affaire justement avec ces différents pays-là, quels sont les secteurs probants qu'on peut déterminer, comment très souvent aussi, on parle des délégations elles-mêmes, parce que dans certains pays, la plupart des pays où nos délégations sont situées, elles sont là depuis de nombreuses années. Et elles ont établi des liens stratégiques et économiques très importants avec les différents niveaux gouvernementaux. Donc, on travaille beaucoup je fais beaucoup de travail avec eux. Une autre portion de mon travail aussi, c'est tout ce qui est les organismes communautaires, surtout les organismes communautaires au niveau international, de coopération internationale, parce que vous savez qu'on fait beaucoup de coopération internationale. On fait entre autres si je prends tous les offices jeunesse internationaux qui organisent des stages à l'étranger. Là aussi, c'est une portion aussi du travail, donc beaucoup d'interactions aussi avec eux. Ici, au Québec, je fais aussi beaucoup de chambres de commerce, de discussions d'affaires, de web comme on fait aujourd'hui. Habituellement, c'est en personne, là, devant des groupes, mais on peut le faire aussi comme on le fait aujourd'hui. Donc, je vous dirais que ce sont les grands secteurs. Puis évidemment, il y a toutes les activités ministérielles, le Conseil des ministres, le Conseil du Trésor, etc., tous ces conseils sur lesquels on est. Puis il y a souvent des projets aussi additionnels qui s'ajoutent à ça. Par exemple, dans ce cas-ci, le groupe justement de travail qu'on vient de monter sur le groupe d'action sur les communautés, le racisme au niveau culturel, qui va être aussi une partie importante du travail. Donc, il y a vraiment différents axes sur lesquels on travaille. Et à l'intérieur de tout ça, ça a été aussi de travailler au départ sur la vision internationale du Québec, parce que mon objectif, c'était de rassembler toutes les organisations, pas les organisations, mais toutes les activités des ministères qui font affaire à l'international, de coordonner tout ça et d'arrimer tout ça pour faire en sorte qu'on ait un lien et un focus majeur quand on va à l'international. Et je vous donne un exemple. Quand je suis arrivée en poste,
le ministère de l'Économie, le ministère des Relations internationales, le ministère de la Culture, du Tourisme, le ministère de l'Immigration, ça ne se parlait pas. Ça marchait par silo. Donc, par exemple, si j'avais une mission à organiser, donc si mon équipe avait une mission à organiser avec la culture, on ne parlait que de culture. Avec l'économie, on ne parlait que d'économie. Bon, maintenant, dans nos missions, bien, à date, avant le COVID, je dirais, dans nos missions, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait vraiment un tout, où 50% de la mission était vraiment économique, des acteurs économiques, mais aussi d'autres acteurs, parce que, par exemple, quand on vend, moi, je dis tout le temps que je vends le Québec à l'international. Quand on vend le Québec à l'international, oui, on vend des belles capacités au niveau de nos technologies. On a des secteurs probants pour lesquels on attire l'aéronautique, des secteurs probants et des grappes sectorielles pour lesquels on attire les gens ici. Mais quelqu'un qui vient installer une compagnie ici, qu'est-ce qu'il regarde aussi? Il regarde l'environnement. Il va regarder le réseau de l'éducation parce que les employés vont avoir des enfants. Il va regarder le contexte social. Il va regarder le contexte de la santé aussi. Quel est le système de santé? Donc, tout ça, ça fait en sorte que quand on va à l'étranger, quand on allait à l'étranger, bien oui, le chef d'entreprise qui avait l'intention de venir s'installer ici, d'ouvrir une division ici, il est intéressant à entendre parler du système de santé ou du système d'éducation supérieure au Québec. Parce que ses employés, ces gens, lui-même, ses gestionnaires seniors vont faire affaire dans c'est tout un réseau, là. Et c'est tout un environnement qu'on crée. Donc, c'est pas juste l'investissement tel quel qu'on regarde. C'est tout le contexte socio-économique qui va attirer la personne. Et c'est ça qui fait les atouts du Québec. Les gens veulent venir travailler au Québec. La langue française en est un aussi. Ça aussi, c'est un gros dossier. L'Organisation internationale de la francophonie. Donc, vous voyez que la semaine est quand même très variée. C'est bien rempli. Écoutez, je voudrais juste faire un commentaire, puis on va ouvrir les gens qui sont avec nous. Si vous avez des questions, comme on l'a dit au départ, allez excusez-moi, sur le chat ou allez pour participer, pour lever la main, et puis on va prendre vos questions. Je peux bien vous identifier juste avant. Vous l'avez dit, mais je voudrais juste aussi le mentionner. Donc, l'agilité et l'ouverture des gens de votre ministère avec certains des programmes avec lesquels les organisations ont travaillé, où justement, on avait un grand pourcentage qui était relié justement à des déplacements. Et je pense que on vous remercier, puis remercier vos équipes là, de nous avoir permis de réajuster les programmes parce qu'on doit faire les rencontres de façon virtuelle. Et sur différents territoires. Donc, merci pour l'ouverture de vos équipes pour nous permettre de pouvoir faire évoluer nos programmes. Donc, je vais juste voir si y a des questions. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas. S'il y en a qui en ont, ne vous gênez pas. À ce moment-là, j'aimerais peut-être revenir sur un autre volet par rapport à l'exportation. Peut-être pour le bénéfice de certains des gens là, de parler un peu plus parce que, si je prends l'exemple, vous avez aussi dans les différentes délégations des expertises sectorielles qui sont là aussi pour aider des entreprises. Donc, si vous auriez quelques points, peut-être aussi parler aussi des expertises sectorielles qui sont disponibles dans les délégations afin d'aider les entreprises. En fait, dans chacune de nos délégations, on a des expertises et là, on va en avoir encore davantage parce que Investissement Québec international va déployer encore plus de ressources à l'intérieur des délégations. Donc, on va vraiment avoir des expertises très sectorielles. Je vous dirais que, par exemple, on est en train de regarder une vision axée sur l'Afrique, où est-ce que ça va être vraiment du manufacturier exportateur, des centres de recherche, des institutions éducatives, culturelles, des grappes sectorielles. Donc, on a vraiment des positionnements où on va essayer de rechercher quelles sont les grappes sectorielles intéressantes dans chacun des pays. C'est le travail dont je vous parlais tout à l'heure un petit peu, où est-ce qu'on est en train de justement voir avec Investissement Québec et avec tous nos chefs de poste et nos équipes dans le marché actuel, quelles sont les opportunités et comment on peut regrouper ces opportunités-là par secteur pour amener ça ici, pour que les entreprises soient au courant des opportunités qui se présentent dans les différents pays. Vous voyez, les grandes entreprises ont souvent des équipes complètes qui peuvent faire ce travail-là à l'étranger. Petites et moyennes entreprises, même assez grosses entreprises, n'ont pas nécessairement cette expertise-là ou encore cette capacité au niveau ressources humaines de faire ça.
Donc, c'est le travail qu'on veut faire pour aider nos entreprises ici à exporter. Je dirais qu'au niveau spécifiquement des pays, ce n'est pas encore déterminé exactement quel secteur spécifique dans chaque pays. C'est le travail qu'on fait actuellement avec Investissement Québec International. Merci. Frédéric Tremblay qui aurait une question. Monsieur Tremblay. Oui, bonjour. Bonjour, Madame la ministre. Question, je travaille à l'Université Laval, puis on travaille beaucoup aussi avec, pas toujours au plan économique, au plan, sur de multiples plans, mais on travaille beaucoup avec l'Afrique de plus en plus. Oui. Je veux savoir, c'était quoi la vision du gouvernement du Québec, de votre ministère pour le développement et les relations avec l'Afrique? Avec l'Afrique, vous dites, ou l'Afrique? L'Afrique. Ah, OK, d'accord. La ligne est très mauvaise, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Vous savez qu'à l'intérieur de ma vision internationale du Québec que je l'avais lancée en novembre dernier, il y avait un volet Vision Afrique. Et ce volet Vision Afrique-là est toujours aussi important pour nous. C'est sûr qu'avec ce qui s'est passé avec le COVID, on a mis un peu la pédale sur les investissements qu'on voulait faire à ce niveau-là, mais ça demeure quand même important, tant au niveau du socio-économique que de l'économie, que de la francophonie. Il ne faut pas se leurrer, l'Afrique est très importante au niveau francophonie. Dans les futures années, ça va être le bassin de la francophonie mondiale. Et il y a aussi un potentiel énorme en Afrique. Donc, ça demeure quand même, ça demeure toujours, je ne dirais pas quand même, mais ça demeure toujours une de nos priorités que de continuer à travailler avec l'Afrique. Et moi, j'ai demandé à mon comité, justement, qui a travaillé sur cette vision-là et qui a monté cette vision Afrique-là, de la reprendre et de faire des réajustements en fonction de l'après-COVID pour voir comment on peut réajuster nos actions et les réarrimer avec la situation actuelle du COVID-19 pour faire en sorte qu'on continue à poursuivre nos actions dans cette vision-là, mais en fonction de ce qu'on peut faire actuellement. Fait que oui, c'est toujours une priorité. Merci. On a une question du docteur Rénal Bergeron. Donc, docteur Bergeron, je crois qu'on va ouvrir votre micro. Je vous laisse poser la question. Ah, Samira, est-ce que tu peux l'ouvrir? Marie-Josée n'est pas capable d'ouvrir. Parfait. Voilà. Non. Docteur Bergeron. C'est un problème technique aujourd'hui. Oui. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir le micro du docteur Bergeron? Samira, je ne sais pas si tu peux, s'il vous plaît. Bon. Docteur Bergeron, je crois que je l'ai maintenant. Oui, vous l'avez. On vous attend. Bon. OK. Madame la ministre, j'aimerais savoir ou voir votre perspective. Comment vous voyez le rôle des universités dans les relations internationales, entre autres dans leur rôle de soutien au développement de l'économie? Quelles sont vos perspectives? On sait que les universités du Québec attirent ou attiraient jusqu'à maintenant un grand nombre d'étudiants étrangers et que ces étudiants étrangers devenaient, particulièrement ceux qui vont aux études avancées, des travailleurs de qualité dans notre réseau. Comment est-ce que vous voyez en post-COVID la reprise et quel type de relation on peut établir avec le MRIF, bien sûr, et le MIFI aussi, et vous parlez d'Investissement Québec, de comment on peut se brancher pour maximiser la relance et contribuer au milieu universitaire? C'est une bonne question. Je vous dirais qu'actuellement, on est déjà en relation avec les universités au niveau du MRIF et on travaille étroitement avec les universités. D'ailleurs, dans les 700 ententes qu'on a avec les différents pays dont je vous parlais plus tôt, là, il y a de nombreuses de ces ententes-là qui concernent l'éducation supérieure. Et c'est important pour nous de continuer à travailler ces ententes-là sur l'éducation supérieure. Je pense que les universités ont un impact important au niveau économique, au niveau pas finance, mais au niveau économique, non seulement au Québec, mais à l'extérieur. Puis je vais donner un exemple de ça. Quand je suis allée au Maroc, sur, je pense, 6 ou 7 ministres que j'ai rencontrés, il y en avait 4 qui avaient fait leurs études supérieures ici, au Québec. Et en retournant au Maroc, ils avaient des progressions fulgurantes dans leur carrière. Ils étaient aujourd'hui à des postes de ministre de l'économie, ministre des Finances, l'équivalent de notre
chef du Trésor, président du Conseil du Trésor. Donc, ils avaient ce genre de poste-là là-bas. Et évidemment, ils deviennent des ambassadeurs, des fans finis du Québec. Donc, ça nous ouvre les portes très grandes lorsqu'on va là-bas pour le Québec. Donc, pour moi, c'est un peu un double impact et un double impact positif. Autant les gens qu'on attire ici, qui font des études supérieures et qui ont des postes stratégiques intéressants et importants ici, autant les gens qui viennent étudier ici, mais qui retournent chez eux après, sont dans des positions où est-ce qu'ils sont justement des ambassadeurs, ils deviennent des ambassadeurs du Québec. Donc, ça nous rend la tâche beaucoup plus facile après quand on va faire du commerce avec eux. Donc, il y a vraiment un impact, un double impact positif à ce niveau-là pour le travail avec les universités et la MRIF. Docteur Bergeron. Merci. Je pense qu'il faut le dire, ils deviennent tous des fans des Nordiques, je pense aussi, après. Je n'ai pas embarqué là-dedans, hein? Vous avez remarqué? C'est bien ça. Vous jouez très bien votre rôle et puis c'est bien comme ça. Merci. Alors, s'il y en a qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à lever votre main. On va prendre les questions. Peut-être aussi, je sais que... Peut-être ajouter un petit quelque chose pour le... Pardon, Carl. Peut-être ajouter un petit quelque chose pour les universités, justement. Puis, actuellement, on est en train de... Dans la vision internationale aussi, on est en train de mettre en place un institut de la diplomatie parce que dans plusieurs pays, les diplomates sont formés et actuellement, on a des formations qui se font un petit peu à gauche et à droite. Et moi, j'ai vraiment la vision de mettre en place un institut de diplomatie qui va faire en sorte que quand on envoie nos chefs de poste à l'étranger, ils aient une formation complète. Oui, ils ont une formation en diplomatie telle quelle, mais ce sont aussi des gestionnaires, ce sont aussi des gens d'affaires. On leur demande de communiquer avec, oui, tous les niveaux politiques, mais aussi le niveau institutionnel, aussi le niveau universitaire, la culture. Et ils ont ce sont des gestionnaires aussi parce qu'ils ont des équipes de plus en plus importantes dans les différentes délégations. Donc, pour moi, c'est très, très important de faire en sorte qu'ils aient une formation solide, vraiment en diplomatie et qui implique tous ces secteurs-là. Et là-dessus, on travaille énormément avec, justement, pardon, mon téléphone. Et là-dessus, on travaille énormément, justement, avec les différentes universités pour nous aider à monter cette formation-là. Dans le contexte de changement du COVID, ça va prendre un petit axe différent. On travaille énormément avec les universités là-dessus. Je voulais me permettre aussi de vous féliciter pour le travail qui a été fait par Michel Audet pour justement le développement de votre stratégie sur la vision, etc. Je pense que c'est un travail remarquable. Oui. Sans trop faire de scoop, est-ce que vous travaillez sur d'autres stratégies, sur d'autres continents? On regarde l'Asie, entre autres. On travaille aussi quelque chose d'un peu plus stratégique pour les États-Unis parce qu'on ne veut pas perdre ce marché-là. Au contraire, on veut l'augmenter. Donc, on a plusieurs cibles actuellement qu'on regarde spécifiquement. Alors, juste là-dessus, je pense que c'est un excellent travail aussi qui est fait, là, justement, comme vous l'avez dit, d'amener l'ensemble des différents partenaires, des différents ministères, des partenaires externes à justement faire le tour de ce qui se fait sur ces différents continents-là et d'avoir une stratégie québécoise. Donc, félicitations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai plein, mais c'est pas seulement que de m'entendre, c'est d'entendre parler les gens qui sont avec nous. S'il y a d'autres personnes qui auraient des questions, levez votre main. Je vais juste vérifier. Donc, j'en ai pas d'autres. Donc, je vais me permettre une autre question. Dans le contexte où on a, comme on l'a dit, on va moins se déplacer, est-ce que pour vous, comment vous voyez, bon, on a parlé tout à l'heure d'avoir les délégués, d'avoir les équipes qui sont dans les différents endroits à travers le monde, mais comment voyez-vous que de notre côté, à nous, on peut mieux travailler avec vous, avec nos partenaires, avec la Chambre de commerce de Québec-Lévis, la Zone Chambre et les autres partenaires, comment on peut vous aider à travers tout ça et avec les gens qui sont avec nous à travailler tous ensemble pour atteindre les objectifs? Est-ce que vous auriez des choses, des idées, des pistes de solutions que vous aimeriez nous proposer qu'on pourrait mettre en place avec les entreprises? Bien, je pense que la première chose, c'est de faire connaître ce qu'on peut faire au niveau du ministère des Relations internationales et le lien qu'on a avec Investissement Québec. Juste avant le COVID, moi, j'avais commencé à faire une tournée justement des régions pour faire en sorte que les gens connaissent et sachent ce qu'on fait. Parce que quand je suis arrivée en poste il y a 1 an et demi, le ministère des Relations internationales, c'était un peu vu comme les cocktails puis
les soupers, les cocktails et les grands dîners, c'est loin d'être ça. Donc, ça a changé encore beaucoup depuis un an. Donc, c'est d'une part de faire connaître ce qui peut être fait, ce qu'on fait, de profiter aussi de tout le travail qu'on va faire sur la veille internationale à travers Investissement Québec. Donc, de profiter des différents bureaux d'Investissement Québec. On est en train de déployer des bureaux partout en région, entre autres. On va aussi déployer beaucoup d'équipes d'Investissement Québec dans nos délégations à l'extérieur du pays. Donc, de profiter de ce réseau-là, de se garder connecté sur ce réseau-là. Puis, vous savez, je pense que la façon dont on a aboli beaucoup les silos à l'intérieur du gouvernement, c'est qu'on se parle. C'est simple, là. On se parle, on se texte, on s'écrit. Donc, quand on a quelque chose, une opportunité, quand on a une idée, on échange énormément. Donc, beaucoup d'échanges. On n'a pas besoin non plus d'attendre des tables régionales puis des échanges très formels pour faire en sorte d'échanger et de participer à des échanges comme ça. Je pense que c'est très important qu'on demeure connecté. Et plus on échange comme ça, plus on est connecté, plus on a la réalité aussi, plus on est connecté avec la réalité. Et nos gens sur le terrain, dans les différentes délégations, sont connectés, eux, avec les gens d'affaires, avec les réseaux. Ils savent ce qui se passe. Et ça, vous avez rencontré Catherine, je pense, et Pierre-Luc, si je comprends bien. Bon, vous allez voir. Pardon? Catherine, ce matin. Ce matin, Catherine, bon. Donc, vous voyez, quand vous parlez aux gens dans les délégations, ils sont connectés sur leur milieu d'affaires, dans leur réseau. Ils ont les deux mains dedans jusqu'aux épaules. Et c'est vraiment eux, c'est vraiment avec eux qu'on doit faire affaire. Puis c'est sur eux qu'on se base, justement, et qu'on s'appuie quand on veut rentrer dans un pays ou rentrer dans un secteur, parce que c'est vraiment eux qui ont l'expertise de ce secteur-là. Fait que je vous encourage à vous garder dans la boucle, mais aussi communiquer directement avec les délégations, puis communiquer directement à travers les bureaux d'Investissement Québec, parce que c'est comme ça qu'on va faire en sorte qu'on va s'entraider, puis que le Québec, à l'international, va devenir encore plus fort. Merci. Je n'ai pas le nom complet de la personne. J'ai Commercom, pardon. Alors, on va vous permettre, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, là, de poser votre question. Allez-y. Il n'est pas là? On l'a perdu? Bon, il était peut-être la personne. Est-ce que vous êtes encore là? On vous a perdu. Peut-être aussi, à ce moment-là, si jamais la personne revient, on va la reprendre, mais on ne voit pas, la personne ne semble avoir quitté. Peut-être aussi, pour le bénéfice des autres, là, à partir du 18 juin, les directions régionales du ministère de l'Économie se joindront à l'équipe d'Investissement Québec, à l'intérieur duquel il y aura 3 grands volets. Le premier volet qui est l'attraction de l'investissement. Le deuxième, c'est le volet sur l'export. Et troisièmement, à un moment donné, l'équipe qui aura une équipe reliée à l'attraction de talent. Donc, il est ouvert. Alors, je vous écoute. Oui, bonjour Madame la Ministre, Mathieu Commerson. Mathieu Commerson, l'Éducation internationale. On voulait savoir quelle est votre vision dans vos discussions que vous avez avec le fédéral du calendrier d'ouverture des frontières. En l'occurrence, nous, on est plus particulièrement intéressés par le début de l'accueil des étudiants étrangers, mais de manière globale, dans vos discussions que vous avez actuellement avec le fédéral, qu'est-ce qui semble se dessiner dans les grandes étapes de calendrier à ce sujet-là, au niveau de l'ouverture des frontières et de l'arrivée d'au moins de certaines clientèles prioritaires? Je vous dirais que c'est une excellente question. Si j'avais une boule de cristal, j'aimerais bien vous répondre. Actuellement, les discussions ne progressent pas très rapidement parce qu'on y va presque à la journée. Donc, vous avez vu que les frontières vont rester fermées encore entre le Canada et les États-Unis pour un mois. Je pense que ça a été annoncé ce matin ou hier en soirée. Donc, on essaie de faire en sorte de voir comment on peut ouvrir, mais là encore, on est toujours en lien et un peu, pas à la remorque, mais selon la décision de la santé publique. Santé publique tant québécoise, mais les frontières, c'est vraiment un domaine fédéral, donc c'est de l'attitude fédérale. Donc, c'est vraiment eux qui vont décider à ce moment-ci quand est-ce qu'on réouvre les frontières, aussi sous quelle forme aussi on réouvre les frontières. Et on a les frontières ici canadiennes, mais on a aussi les frontières des différents pays, parce qu'il y a des différents pays qui n'ont pas encore réouvert leurs frontières, eux non plus. Donc, c'est une situation qui est très complexe, je vous dirais. Et les informations sortent vraiment de façon très, très sporadique.
parce qu'on y va vraiment presque à la pièce là, pour avoir l'information. Donc, pour une réponse plus précise, je n'ai pas de calendrier. Je ne pourrais pas vous dire quel est le calendrier à ce niveau-là, parce que le calendrier évolue vraiment à chaque journée. Hein. Mathieu, est-ce que tu aurais une question supplémentaire par rapport à ta question? Est-ce que je n'avais pas... Non, non, merci beaucoup. On voulait savoir si dans vos discussions avec le fédéral, sans avoir des dates précises, mais il y avait eu des calendriers comme le font d'autres pays actuellement qui commencent à se positionner. Mais je comprends que... Oui, il y a plusieurs pays qui ont commencé à réouvrir, mais c'est toute une question de santé publique, entre autres. Nous, on a confiné avant toutes les provinces, en fait, avant de nombreux pays aussi. Maintenant, on déconfine tranquillement, mais les frontières, c'est un autre chapitre. OK. Merci beaucoup. Peut-être à ce niveau-là, Madame la ministre, est-ce qu'on doit comprendre, là, pour le bénéfice de tous et chacun d'entre nous, que les États-Unis risquent d'être le premier pays où on pourrait avoir une ouverture des frontières, par exemple, avec la France ou d'autres pays avant, ou le premier pays sera les États-Unis? Avez-vous une idée ou avez-vous quelque chose à... Mais écoutez, regardez juste ce qui s'est passé aux États-Unis. On devait fermer jusqu'au 21 juin, puis maintenant, c'est annoncé hier qu'on ferme jusqu'au 21 juillet. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de façon très, très graduelle. Puis le positionnement se fait en fonction de ce qu'on reçoit de la santé publique, tant ici qu'ailleurs dans les autres pays. Donc, ça se fait exactement de la même façon partout. OK. Là-dessus, il y a deux autres éléments. Puis sur les étudiants, on sait qu'il y a des étudiants internationaux qui sont restés ici à obtenir leur diplôme avant des fois de retourner chez eux pour d'obtenir par la suite leur permis de travail. Dans d'autres cas, on a des étudiants québécois qui sont aussi encore à l'extérieur, qui ont attendu eux autres de compléter leur année scolaire avant de revenir. Est-ce que vous auriez des éléments à partager avec nous par rapport à ça? On sait qu'il y a des vols sur certaines destinations là, qui sont présents à partir de Montréal. Oui. Des choses que vous voudriez partager avec nous à ce niveau-là aussi. Ça, je vous dirais qu'on travaille très activement avec le fédéral, justement, pour s'assurer que dans les cas où les étudiants veulent revenir, où les gens veulent rapatrier, on soit capable de rapatrier autant que possible nos Québécois. Et dans le cas des étudiants étrangers, bien, là aussi, on travaille beaucoup avec le fédéral et avec mon collègue du ministre de l'immigration pour savoir aussi comment on va positionner tout ça. Fait que je vous dirais qu'il y a plusieurs tables de travail qui sont en marche actuellement. Mais encore une fois, je n'ai pas de réponse précise parce qu'on est vraiment à la remorque de ce cher COVID et on y va vraiment à la journée un peu sur les discussions. On a des discussions à tous les jours là-dessus. Parce que nous, de notre côté, c'est une question qu'on se fait poser à peu près tous les jours par des investisseurs, des gens qui ont été recrutés dans différents pays qui veulent savoir ce qu'ils vont pouvoir. Je vous comprends, mais on se fait poser nous aussi la question tous les jours, puis on n'a pas vraiment de réponse précise, de date ou de calendrier pour l'instant. Parfait, merci. Écoutez, je ne sais pas, il resterait peut-être le temps pour une dernière question s'il y a des gens qui auraient une dernière question pour Mme la ministre. Il reste environ 5 minutes, excusez-moi, un petit peu moins. Je ne sais pas s'il y a un autre qui aurait une question. Sinon, bien, je tiendrai à vous remercier d'avoir pris le temps d'être avec nous ce midi. Je voudrais remercier les gens de votre équipe, les gens du ministère aussi, qui nous ont permis d'organiser le tout, d'avoir trouvé une plage horaire à votre horaire qui est très chère. Je voudrais remercier aussi nos partenaires, Mélanie Kerouac, Étienne de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, ainsi que Marie-Josée Morancy, vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce de Lévis. Et puis, un merci à l'équipe de Québec international. Puis, merci aussi à nos partenaires là, qui m'ont dépanné pendant notre petit problème technique avec notre réseau. Puis, on réalise encore une fois que même si on est rendu virtuel, il y a des éléments sur lesquels on a besoin. Un bon réseau. Je sais qu'on travaille là-dessus pour l'ensemble du Québec. Alors, merci encore pour cette autre belle initiative. Encore une fois, la vidéo a été enregistrée. Il sera rediffusé sur les différentes plateformes Facebook et LinkedIn de Québec international et de la CCIQ. Et si vous avez des questions que vous n'avez pas posées, que vous ne vouliez pas poser, que vous aimeriez poser, vous pouvez les envoyer à info@cciquebec.ca et on se chargera de les transmettre au cabinet de la ministre et on vous
on vous transmettra les réponses à vos questions par la suite. Donc, merci beaucoup d'avoir encore été avec nous aujourd'hui. À la prochaine. Merci encore une fois, Mme la ministre, de vous être portée au jeu de répondre à nos questions ou à la question de notre public. Bonne fin de journée. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.